J'envoie un Ah, fichier audio à Google quand vous dites OK Google, attends, quand vous... il y a mon OK Google qui s'est lancé. Ferme ta Et gueule. excellent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième mini spoilers. Vous le savez, depuis la semaine dernière, on vous propose des formats un peu plus réduits de notre émission, voilà, que nous faisons d'habitude sur les ondes de Canal B, que l'on salue de loin, voilà. Pour cette nouvelle émission, on va rester sur ce nouveau format, vous le savez, hein, des recommandations un petit peu inhérentes à la situation du confinement. Donc voilà, des œuvres qu'on a peut-être pas, des œuvres vers lesquelles on va pas forcément se tourner d'habitude, encore que on va y revenir en fin d'émission. Je ne serai comme d'habitude pas seul, je ne suis jamais seul dans Spoilers. Et heureusement, je suis avec Guillaume et Briac. Salut les gars. Salut. Salut, Comment ça va? ça va bien. Bah, ça va bien. Écoute, Ouais. il fait beau. On reste chez soi, mais il fait beau, donc c'est déjà ça. Il fait bien beau et tant qu'à faire, moi je me dis, je préfère regarder dehors et voir du soleil. Voilà, c'est les petites joies du confinement. Aujourd'hui, les gars, on va parler de séries et de films principalement. Une série, je me chargerai d'une série assez ancienne, une série des années 90 qui réapparaît soudainement dans les hautes herbes de YouTube. Ensuite, Briac, tu vas nous parler d'un film. Quel film? Je vais vous parler de Aux frontières de l'aube de Catherine Bilou. Bigelow, qu'on embrasse. Et enfin, Guillaume, qui va nous parler d'une série récente pour le coup. Ouais, tout à fait. Je vais vous parler de Tales from the Loop, qui est une série qui vient de sortir sur Amazon Prime. Qui est pile dans nos domaines d'expertise, j'allais dire, l'ego du mec. Ah, on ne peut pas faire mieux, effectivement. Tales from the Loop. Eh bien, moi, je vais commencer par vous parler de Tales from the Crypt. Et oui, c'est bien fait, c'est un métier. Voilà. On passera le flambeau en début et en fin d'émission. Tales from the Clip, from the Click. Je devais faire la confusion. Tales from the Crypt, une série américaine en France qui s'intitule en France Les Contes de la Crypte. On va se mettre le générique un petit coup parce que voilà, nostalgie jusqu'au bout. Voilà, le générique made in 1990, hein, vraiment, c'est à l'ancienne. Et pour cause, il a été fait par Daniel Elfman. C'était vraiment dans une espèce d'apogée hein, dans ces années-là, vraiment. Toutes les plus grandes musiques de ce style qui sortent. Là, je pense qu'il y a des gens qui ne savaient même pas, qui ne connaissaient peut-être même pas ce générique. Je pense qu'on reconnaît directement les influences de Daniel Elfman. Cette série, Contes de la Crypte, est une série donc américaine qui a été diffusée entre 1989 et 1996, donc à cheval hein, sur deux époques qui étaient quand même mine de rien assez hétérogènes mine de rien. Et ça a été diffusé sur HBO. Voilà une série comme quoi déjà dès ces années-là, HBO était dans les starting blocks. C'est inspiré d'une bande dessinée qui a été publiée dans les années 50, bande dessinée de William Gaines. Dans les années 50 de EC Comics, à ne pas confondre avec DC Comics. Donc c'était une bande dessinée qui était voilà assez dark, assez vraiment dans les influences à la fois dark, à la fois gore, qui sont encore aujourd'hui dans cette série toujours aussi présentes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de cette série? Eh bien, tout simplement parce que elle a été mise en intégralité. J'allais dire dans la légalité, ça je suis moins sûr. En tout cas, tout est disponible gratuitement sur YouTube. On va y revenir. Et puis. Moi, j'aime beaucoup les séries d'anthologie. Voilà, c'est un truc, je sais pas pourquoi, je pense qu'on a tous un peu nos formats de prédilection. Moi, j'adore les séries d'anthologie parce que séries d'anthologie, pour faire très simple, c'est des séries dont chaque épisode raconte une histoire
séparées les unes des autres, peut-être parfois tissées de quelques liens, mais voilà, en tout cas c'est pas le but. Chaque histoire va raconter une histoire avec des personnages qu'on ne retrouvera pas forcément par la suite, qui a un début, un milieu et une fin, donc directement inspiré des nouvelles, forcément. Et dans les grandes séries d'anthologie, il y a évidemment Black Mirror, il y a La Quatrième Dimension dont on a parlé, et donc les Contes de la Crypte. Pourquoi est-ce que j'aime aussi les séries d'anthologie, et c'est extrêmement présent dans les Contes de la Crypte? C'est un peu un genre, un format en tout cas qui met en relief ce qu'on appelle la qualité, la créativité, pardon, par la contrainte. Voilà, à chaque épisode, moi, ce que j'aime me dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un matériau de base tel que celui-là, avec les moyens de la télévision aussi, avec des impératifs de classification, parce qu'on parle d'une série qui est très très dark. Voilà, de formats, de moyens, de tout ça. Et j'adore voir ce que des gens talentueux peuvent faire avec tout ça. Et c'est exactement ce que vous allez retrouver dans cette série, qui est restée un petit peu dans les mémoires. Je pense que les gars, vous connaissiez forcément cette série-là, au moins de l'enfance, de tout ça, peut-être juste le générique. Mais est-ce que vous avez forcément tout regardé? Je suis pas forcément sûr, et c'est peut-être le cas de nos auditeurs et auditrices. Alors que c'est vraiment une série qui a énormément de qualité. On va commencer par très simple. Donc, on est dans les années 80, fin 80 et années 90. Donc, on a déjà un casting, absolument incroyable. Et je pèse mes mots. Pour en citer quelques-uns. On a Joe Pesci, on a Dan Aykroyd, on a Kirk Douglas, Tim Roth, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Terry Hatcher, Demi Moore, Brad Pitt, Slash. Je sais pas ce qu'il me foutait là, mais en tout cas, il y a Slash. Donc guitariste des Guns N' Roses, et ou encore Michael J. Fox. Voilà, donc pas mal pour ce qui est du casting des acteurs et actrices. Et pour ce qui est des cinéastes, parce que moi souvent c'est ça qui m'impressionne presque plus dans ce genre de truc, c'est les cinéastes. Parce qu'un acteur, voilà, je sais pas, je vois Michael J. Fox, je vois Brad Pitt, voilà, c'est un acteur qui avait soit qui était en manque de notoriété, soit qui était en plein dedans. Donc ça me paraît pas incroyable que HBO les embauchait pour un épisode. Par contre, les cinéastes, je trouve ça hyper fascinant parce que c'est quand même plus périlleux, je trouve, de proposer un univers. Pour en citer 3, par exemple, de réalisateurs qui ont fait quelques épisodes, on a Robert Zemeckis, qui a été également scénariste sur la série pendant plusieurs années. Richard Donner, c'est les Goonies, qu'est-ce qu'on a d'autre, Briac, aide-moi, on a L'Arme Fatale, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est ça. J'avais perdu une bêtise. Donc Richard Donner, William Friedkin, donc voilà, oui, lui pour le coup un habitué du genre. Et pour le cas de Zemeckis, voilà, je trouve ça hyper surprenant parce que c'est quelqu'un qui a Robert Zemeckis, pour ceux qui ne voient pas, c'est évidemment Retour vers le futur. C'est également Abyss que j'adore, Contact, voilà, des films comme ça, mais Pas Abyss. Cameron, non, excuse-moi, c'est Cameron, je me suis trompé. En tout cas, on a Contact, mais on n'a pas de film vraiment gore, ni un peu dans ces thèmes-là, qui sont vraiment les thèmes, j'ai pas dit, parce que moi ça me paraît assez évident, mais effectivement, les Contes de la Crypte, c'est parfois dégueu, c'est angoissant, ça joue sur les peurs du spectateur. On met des personnages dans des situations que les spectateurs n'aimeraient pas du tout vivre pour une identification simple, directe et vraiment efficace, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc cela dit, dans les noms que j'ai cités, il y a peut-être que les plus jeunes, justement, ont soit jamais entendu parler de cette série, soit ont entendu mais n'ont jamais forcément regardé. Et là, justement, si vous connaissez pas, je vous conseille également cette série parce que c'est vraiment une plongée dans ce qui se faisait à la télé dans les années 90. C'est une série qui est restée dans la mémoire, comme je l'ai dit, mais justement, je pense que c'est une bonne série à mater, à regarder pendant ce confinement, parce que déjà, il y a pléthore d'épisodes, vous n'êtes même pas forcément obligé de les regarder les uns à la suite des autres, vous pouvez aussi regarder un petit peu les débuts de synopsis, et voilà, et aller piocher ça et là ce qui vous intéresse, parce qu'on est quand même sur, que je dise pas bêtise, je crois qu'on est sur 6 saisons de cette série. Voilà, je suis vérifié. 7 saisons, pardon, et 3 films. Donc voilà, on a quand même du matériel pour s'occuper. Donc voilà, d'un côté comme de l'autre, si vous connaissiez, je vous invite vraiment à vous replonger là-dedans, mais moi ça m'a fait un bien fou, parce que ça met en relief tout ce qui se fait moins, ou tout ce qu'on a un petit peu perdu. Un exemple, par exemple, moi qui m'a frappé, c'est la qualité du doublage, parce que je l'ai pas dit, mais malheureusement, entre guillemets, c'est une série sur YouTube, elle est uniquement en VF.
voilà, vous aurez d'autres moyens de trouver la série en version originale, mais loin de moi l'idée de vous y encourager, d'autant que voilà, la version française, elle passe crème, quoi. Enfin, on a des voix assez légendaires, on a du Richard Darbois, on a des grands doubleurs, des grands comédiens de doublage, comédiens et comédiennes de doublage. Un exemple en passant, parce que je l'avais vu sur la page Wikipédia, ça m'a fait rire, on a la voix du gardien de la crypte, cette série raconte l'histoire c'est un gardien de crypte, donc une espèce de squelette complètement défiguré, complètement flippant, qui vous raconte des histoires, les fameuses histoires de la crypte. Et il est doublé par Francis Lax. Le nom vous évoquera pas grand-chose, je pense, mais en tout cas, c'était un comédien qui doublait Harrison Ford dans la trilogie Star Wars. Donc je pense que dans ces années-là, c'était une voix hyper reconnaissable. Donc voilà, c'est des voix qui vont vous évoquer un temps révolu, voilà, que vous n'avez pas forcément l'habitude de retrouver. Bien voilà, c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette série pour ce mini spoilers. Vraiment, plongez-vous dans les contes de la crypte. Je pense que vous allez passer un bon moment. Voilà. Est-ce que c'est une série qui est plutôt pour les enfants ou plutôt pour les ados adultes? Parce que effectivement, il y a le côté un peu, tu l'as dit, gore, qui peut potentiellement foutre un peu la trouille. Je suis un peu partagé parce qu'en fait, déjà, moi, quand j'en ai rematé quelques-uns, par exemple, le premier épisode, c'est assez flippant. C'est l'histoire d'un bourreau qui perd son travail et qui décide de continuer à exercer son travail criminel, voilà. Et quand tu lis juste les histoires le début d'histoire sur Wikipédia, ils sont tous, c'est très très bien fait. C'est soit hyper dérangeant, soit très bizarre, soit on parle de choses de meurtre, hein, on parle vraiment de mort. Et je ne saurais pas répondre à ta question. Pour les enfants, non. Ça, c'est clair et net, non, pas pour les enfants. D'autant qu'il y avait une série, hein, si vous vous en souvenez, moi, c'est un des souvenirs les plus frappants que j'ai à l'époque des Minicums. Il y avait une série, un dessin animé des contes. Oui. Et qui s'appelait, je me souviens. qui s'appelait pas exactement Les Contes de la Crypte, je sais plus exactement, le nom m'échappe, mais qui était déjà très angoissant. Je pense que Briac, du coup, tu t'en souviens. C'était vraiment, moi, je me souviens des épisodes, des gamins, parce que c'est des enfants, les protagonistes et des gamins. Moi, je sais un épisode où un gamin mourait, il trouvait au purgatoire, dans la salle d'attente du purgatoire, et personne ne l'appelait. En fait, vous voyez, c'était son tour, enfin, c'était jamais son tour, si vous voyez. Moi, je m'en souviens, mais j'ai 26 ans maintenant, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, ado, oui, parce que on va pas se mentir, c'est une série ce niveau de gore en 2020, je pense que ce serait beaucoup plus classifié, interdit au moins de X. Donc, je saurais pas trop te dire. Ado ou adolescent, si vous voulez vous faire des petites frayeurs. Mais voilà. Et quant aux adultes, je pense que tu auras un regard un peu de recul dessus et tu vas juste le voir comme un beau produit. Voilà, comme je disais, un peu une plongée nostalgique et toujours aussi qualitative, hein, quand même. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu pour tout le monde, pas pour les enfants. Ok, ouais. Et question subsidiaire, au-delà du gardien de la crypte, qui est donc clairement une espèce de zombie qui parle, est-ce que la série, les épisodes sont à chaque fois un concept un peu fantastique, ou il y a des épisodes très réalistes, c'est compliqué surnaturel, quoi. Parce que déjà j'ai pas vu tous les épisodes. Non, alors ce sera pas complètement, par exemple, le thème des fantômes, tout ça, c'est beaucoup plus morbide, on va dire. Mais si j'ai bien compris ta question, effectivement, chaque épisode va exploiter un thème ou une représentation, ce genre de choses. Tu vois, par exemple, j'ai sous les yeux l'épisode 3, qui est justement réalisé par Richard Donner avec Briac Wink Wink, avec Joe Pantoliano en personnage principal. L'histoire de Ulrich, qui est un SDF qui se fait greffer la glande pituitaire d'un chat. Voilà. Ok. Et du coup, il a 9 vies. Ah oui. Et il devient la principale attraction d'une fête foraine. Il nous raconte alors son histoire, alors qu'il exécute son dernier exploit en date, se faire enterrer vivant. Donc, tu vois, il y a à la fois le côté un peu dégueu il se fait greffer une glande d'un chat. Il a 9 vies, donc on est dans le surnaturel, mais je pense que ça va pas trop être exploité d'un point de vue paranormal, on va dire. Et le côté, humiliant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une attraction d'une fête foraine, donc c'est un freak, tu vois. C'est genre, c'est toujours malaisant, comme on dirait aujourd'hui. C'est un peu fait pour mettre mal à l'aise un petit peu le spectateur. Et la plupart du temps, c'est très très réussi, quoi. Ok, super.
Et du coup, ouais, tu disais que c'était dispo sur YouTube. Est-ce que en cherchant, on y accède très très facilement du coup? Ah oui, tu tapes les contes de la crypte en français sur YouTube et t'as une playlist directement. T'en as même plusieurs, je crois. Et je vous dis, c'est pas en VO, mais alors en faisant mon petit papier, je me rends compte que je n'ai pas vraiment vérifié en fait si c'était pas en VO. Ou je pense qu'il y a moyen de les trouver, ou tout simplement en VO, hein, si vous êtes à l'aise avec ça, vraiment n'hésitez pas. Ok, super. Bah moi je connaissais très peu et du coup ça me rappelle un peu les bouquins plus chair de poule ou un truc comme ça quoi. Mais Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais. la série en elle-même, je connais visuellement effectivement le Gardien de la Crypte, tout cet univers là, mais je pense n'avoir jamais regardé d'épisode. Eh ben écoute, je t'invite à t'y mettre Ça va être l'occasion. de ce pas. Voilà, Briac aussi tu connaissais, hein, tu disais. Ouais, petit aussi, je me suis en avoir vu un ou deux, mais c'était plus mes parents qui regardaient et en avoir loué à Vidéo Futur. Ça aussi, c'est l'enfance. Et on a vu quelques-uns à l'époque, je me souviens. Ouais, je pense qu'on est beaucoup des années nés des années 90 à avoir entendu parler de ça. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker un peu tout ça. Voilà, on va passer sans plus attendre à Briac, qui va décidément faire un bond encore plus grand dans le passé avec un film qui s'appelle Briac. Qui s'appelle Near Dark, aux frontières de l'aube, en VF, donc un film de Catherine Bigelow sorti en 1987. Et alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a une nouvelle série française qui est apparue sur Netflix, qui s'appelle Vampire, et qui est une série que moi personnellement j'ai vraiment pas beaucoup aimé, c'est peu de le dire. Or le showrunner de Vampire a évoqué justement aux frontières de l'aube comme influence sur la série. Or, c'est une comparaison qui ne tourne pas à leur avantage parce qu'effectivement, quand on repense aux frontières de l'aube à côté, on se rend compte que Vampire n'apporte rien du tout et en fait se contente de refaire beaucoup de choses des frontières de l'aube en moins bien. Donc Near Dark, parce que je préfère ce titre-là, c'est un film qui est culte mais qui n'a pas été un gros succès quand il est sorti, malgré un beau parcours en festival et qui a été assez longtemps difficile à voir. Après, je crois qu'il est ressorti en DVD fin 90, début 2000. Ça a été un peu plus facile. Puis en ce moment, on peut l'avoir en VOD assez facilement. Mais avant d'en parler, il faut parler un petit peu de sa réalisatrice, donc Catherine Bigelow, qu'on connaît surtout maintenant pour les films d'action qu'elle a pu faire, mais qui au départ, il faut savoir, était quand même quelqu'un qui était plutôt dans la contre-culture, qui était activiste, qui se destinait plutôt à être artiste plasticienne, et qui un jour eu un déclic en parlant avec Andy Warhol, qu'elle connaissait, et qui lui a dit qu'il pensait que le cinéma était une forme d'art qui était plus populiste que les autres formes. Et elle, ça a été une révélation. Et elle s'est dit, super, en fait, avec un film, c'est pas comme un tableau où il y a besoin d'avoir une certaine forme, une certaine dose d'information, de contexte pour le comprendre. Un film, ça peut être accessible tout de suite. Elle s'est dit, au niveau politique, c'est très intéressant. Elle a commencé à faire des courts-métrages, et puis ensuite, elle a réalisé son premier long avec Willem Dafoe. Alors, je ne sais pas si c'est son premier rôle, mais c'est possible. Co-réalisé avec Monty Montgomery, qui sera plus tard un producteur pour David Lynch, et c'est lui qu'on voit dans le rôle du cowboy de Mulholland Drive, pour ceux qui ont vu Mulholland Drive. Et ensuite, elle finit par travailler sur Near Dark, avant, donc plus tard, de faire Point Break, Strange Days et Des Mineurs, avec lequel elle aura une reconnaissance critique, enfin, de la critique plus légitime. Donc Near Dark, de quoi ça parle? Ça se passe dans une petite ville du Midwest, on est dans les années 80. Et le jeune Caleb, joué par Adrian Pasdar, rencontre une jeune vagabonde nommée May, passe la nuit avec elle, ils font une virée en voiture à travers la campagne, mais celle-ci finit par le mordre et le laisse tout seul dans sa voiture. Et alors lui finit par se retrouver sur le bas-côté de la route, à essayer de rentrer chez lui et traverser un champ. Et il commence à brûler au contact du soleil alors que le jour se lève. Et alors qu'on pense qu'il va mourir, un camping-car surgit de nulle part pour l'enlever. Et à l'intérieur, on retrouve May et les membres d'une bande de vampires à laquelle elle appartient et qui va devenir la nouvelle famille de Caleb, à moins que. Et là, je vous laisse découvrir le film pour voir tout ce qui va se passer. Et donc, Near Dark est un film de vampire, mais un film de vampire dans lequel le mot vampire n'est jamais prononcé. Et c'est justement un film qui se débarrasse de toute l'imagerie qui était jusque-là assez reconnaissable du film de vampire. Hein. Donc, le décor gothique, l'ail, les pieux, même les crocs, pour ne garder... les capes, voilà, tout à fait. Très important, la cape. Voilà, pour ne garder que la soif de sang et la vulnérabilité au soleil. On est face à des vampires qui sont pas du tout élégants, au contraire, hein, sont vraiment débraillés, certains ont l'air même un peu de clochards, et qui vivent en bande comme des parias. Et c'est plus vraiment des gens qui ont fait un pacte démoniaque, mais plus qui souffrent comme d'une maladie. Et c'est des junkies
qui sont toujours dans une fuite en avant. La transformation est très difficile. Hein. On voit le héros se transformer peu à peu. On sent qu'il souffre. Et c'est un film qui parle finalement en fait d'addiction, qui est un terme qui intéresse clairement Catherine Bigelow, puisqu'elle est revenue dessus notamment dans Des mineurs. Et le fait que le film renouvelle l'imagerie vampirique et même justement se débarrasse de beaucoup de choses peut s'expliquer un peu par la genèse du projet. Parce qu'il faut savoir que Catherine Bigelow, c'est une passionnée de western. Et un de ses films préférés, c'est La Horde sauvage de Sam Peckinpah. C'est même un film qui a nourri complètement sa vision du cinéma. On retrouve d'ailleurs dans le film des ralentis un petit peu qui font penser au style de Peckinpah. Et au départ, elle voulait réaliser un western. Sauf qu'à l'époque, les westerns, c'était pas commercialement très intéressant. Et donc, on a conseillé à Bigelow et à son co-scénariste Eric Red peut-être de combiner avec un autre genre. Et donc, ils ont pensé au genre de films de vampires pour faire un mélange de western et de films vampiriques. Et donc le film joue également avec les codes du western dans bon nombre de scènes, et même carrément dans l'affrontement final où le héros arrive en ville sur un cheval avec un chapeau de cow-boy. Et d'ailleurs, la bande de vampires fonctionne vraiment comme une bande de hors-la-loi qu'on pourra retrouver dans un film de Peckinpah comme Pat Garrett et Billy the Kid. C'est un film qui a une atmosphère très forte, une très belle lumière, très 80s avec ses néons et les gélades bleues, mais qui est vraiment très travaillé. Puis c'est important dans un film où justement les héros peuvent mourir au contact du soleil, de savoir gérer l'ombre et la lumière, les contrastes. On a notamment dans une scène de siège d'une maison par les forces de police où sont les vampires, où les impacts de balles laissent en fait des raies de lumière rentrer. Et donc ce qui fait que les vampires ne sont pas blessés par les balles, mais par en fait la lumière qui rentre comme ça, un peu comme dans la fin de Blood Simple des frères Coen, si vous l'avez vu. Donc c'est intéressant parce qu'elle arrive à utiliser l'esthétique pour renforcer les enjeux narratifs de son film, et on sent que c'est quelqu'un qui s'apprête à devenir une grande réalisatrice de films d'action. Et on pense également, en regardant le film, à James Cameron, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est quelqu'un avec que Bigelow avait rencontré et qu'elle épousera d'ailleurs quelques années plus tard, et à qui elle emprunte des comédiens, puisqu'on a 3 comédiens de Aliens. On a Bill Paxton, on a Lance Henriksen et aussi Janet Goldstein, et le chef-op de Terminator, Adam Greenberg. Donc on a quand même pas mal de personnes de la famille, en tout cas la famille artistique de Cameron. On peut penser également, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est The Hitcher de Robert Harmon, qui est un film avec Rutger Hauer, qui est très très bien, c'est une très bonne série B. Et on retrouve un petit peu de cette ambiance-là, et c'est pas un hasard, puisque c'était un film qui avait été écrit justement par le co-scénariste de Near Dark, Eric Red. Alors au niveau le film n'est pas sans défaut, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu du 7e art, c'est juste une très très bonne série B vraiment bien tenue. D'une certaine manière, il prend un petit peu des coups de vieux par son esthétique. C'est un film purement des années 80. Il y a des choses qui vieillissent bien, d'autres moins, et surtout un coup de vieux sur la bande son de Tangerine Dream, qui est un groupe que moi j'aime bien, mais qui là vraiment, personnellement, c'est pas la bande son que je préfère. Je conseillerais plutôt d'écouter leur travail avec Michael Mann, par exemple. Donc, Near Dark, par contre, c'est un film qui va droit au but, qui a un rythme très intense, sans fioriture. Et ça, par contre, ça fait qu'il vieillit très bien sur ce point-là. Et il prend son sujet au sérieux, mais il ne se prend pas vraiment au sérieux. Il arrive à être fun sans prendre le genre du film de vampire de haut. Et de cette manière-là, c'est un peu un film précurseur, parce que je pense que par exemple, une série comme True Blood n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un film comme Near Dark avant. Et donc rien que pour ça, c'est un film assez important pour le cinéma fantastique et même pour les récits vampiriques, tenu de la manière dont il a pu renouveler leur imagerie et aussi finalement leur thématique. Donc c'est pour ça que je vous conseille beaucoup plus que la série Vampire de Netflix qui, presque maintenant 30 ans après, n'apporte rien à ce genre-là. Ok. Ça taille. C'est étonnant le côté western justement dont tu parles, quoi. On s'attendrait pas. Ça a l'air d'avoir plein d'influences différentes. C'est assez intéressant. Ouais. C'est ça. Les deux genres se nourrissent vraiment très bien. C'est un film qui a coûté 5 millions de dollars surtout, donc tu te dis. Oui, c'est un relativement petit budget, pour l'époque. Ah, quand même, oui. D'autant que c'est que son deuxième long métrage, donc elle s'est quand même vraiment bien débrouillée sur ce coup-là. Bon, ils ont quand même trouvé le moyen d'être en déficit, ce qu'il a rapporté. Il a rapporté que 3,4 millions. Mais bon, après, pareil, c'est un deuxième film, quasiment un premier, donc voilà, c'est quand même plus compliqué. Guillaume, tu avais une question ? Pas de question, hormis le fait qu'effectivement le visuel est très marqué dans son époque, et du coup c'est assez assez cool de se replonger dans ce cinéma-là, et puis qui avait une liberté aussi visuelle, quoi, avec en plus Adrien Pasdar
tout jeune, qu'on connaît peut-être maintenant un peu plus pour des séries genre Heroes ou autres, mais Mysterious Ways. ouais, par exemple. Et non, en fait, je voulais juste rebondir sur le fait qu'il était trouvable en location, en cherchant un petit peu, notamment via Allociné. On peut tomber sur des sites qui permettront de le regarder à la suite de l'écoute de cet épisode, si nos auditeurs le souhaitent. Pour, on va dire, 3-4 euros, ça se trouve. Voilà, ça vaut le coup. Tout à fait. De toute façon, on parlait de téléchargement autre tout à l'heure, mais c'est devenu très compliqué de trouver ces films-là. Donc, en fait, maintenant, les trucs de VOD Lego, c'est vraiment devenu salvateur, j'allais dire, pour quand tu veux trouver un petit peu des petites pépites comme ça des années 80, voire encore plus vieux. Donc, merci à eux d'exister pour trouver ce genre de film. Ouais, clairement, ça fait partie presque d'une espèce d'archivage du cinéma. Et c'est vrai que le streaming, pour ça, même si on sait que derrière, ça implique des serveurs et du coup, que écologiquement, c'est pas non plus une solution parfaite. Ça permet, entre ça et l'audiovisuel ou le jeu vidéo, il y a quand même toute une démarche comme ça de préservation. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits films qu'on n'a pas pu voir à l'époque qui peuvent encore se trouver via ces biais-là, quoi. Carrément. On termine avec toi, Guillaume. Alors pour le coup, là, on va revenir en 2020, hein, si vous voulez bien. On va rester une modernité avec une série Amazon Prime dont tu nous as parlé rapidement au début d'épisode. Il s'agit de Tales from the Loop. Exactement. On va du coup chialer un petit peu. Je vous préviens direct. J'ai regardé un épisode juste avant d'enregistrer cette émission et je dois dire que j'étais au bord des larmes. Mais revenons d'abord un petit peu autour du propriétaire de cette série fantastique et de science-fiction qui est donc dispo sur Amazon Prime depuis la semaine dernière. Elle est produite par Matt Reeves. Matt Reeves, on lui doit Cloverfield, La planète des singes, en tout cas les 2 derniers à la réalisation, et qui en ce moment a la lourde tâche de réaliser la prochaine itération de Batman. Et c'est showrunné par Nathaniel Alpert, qui a écrit pas mal d'épisodes de Légion. Légion, cette série sur FX qui évolue dans l'univers des X-Men, mais avec un personnage très très particulier, et du coup dans un délire visuel et scénaristique vraiment en marge, on va dire, des codes de super-héroïques tels qu'on a l'habitude de l'avoir. C'est une série qui a eu une très très bonne critique ces dernières années. Donc des gens à l'origine, du coup, avec des univers assez forts et puis plutôt de la réussite, on va dire. Donc ça part bien. Et c'est surtout à la base Tales from the Loop, une série adaptée, comme on l'a dit la semaine dernière, de l'univers d'un concept artiste suédois. Alors attention, je vais me tenter une petite appellation, Simon Stalenhad. Un truc un peu comme ça. Et donc, ce que ce monsieur il a fait, c'était principalement des peintures du coup numériques, de personnages évoluant dans un univers de science-fiction un peu rétro-futuriste, un univers qui avait un peu le cul entre de la technologie vintage, un peu années 50, années 60, et puis des éléments monumentaux, des structures ou des robots déjà en décrépitude. Tout ça un petit peu en même temps et surtout dans des décors naturels, souvent hivernaux, toujours très nordiques. Donc avec vraiment une esthétique comme ça, un jeu de l'échelle et du cadrage, de la mise en scène de ces éléments qui étaient très marquants. Ça, il en a fait des recueils qui sont plus ou moins scénarisés, on va dire. En tout cas, il y a une espèce d'univers qui englobe l'ensemble de ses œuvres, mais il n'y a pas spécialement de matériel narratif qui était particulièrement travaillé et c'est la première fois du coup que cet univers est repris pour en faire une série. Tales from the Loop, ça raconte quoi? Ça raconte le quotidien de personnages évoluant dans une petite ville qui est très certainement américaine, même si elle n'est jamais vraiment nommée et on doit voir à un moment donné un drapeau américain dans un coin, mais c'est vraiment la série cultive ce côté un peu hors du temps et géographiquement flou. Et donc cette petite ville, elle tourne énormément autour d'un complexe souterrain et mystérieux qui s'appelle The Loop. Donc, d'où le Tales from the Loop. Et The Loop, ce complexe, semble provoquer autour de lui divers phénomènes paranormaux. Et c'est un petit peu ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes. Donc il y a 8 épisodes. C'est une série au départ qu'on présente comme anthologique. Alors en fait, dans les faits, c'est pas exactement le cas puisque
En fait, on va décrire, chaque épisode va concerner un personnage, donc un petit peu comme Lost, ça va être caractère centrique, on va dire, quoi. Mais les personnages vont se croiser les uns avec les autres et tout est dans le même univers de cette petite ville. C'est juste que la série, à chaque épisode, va aborder un concept de science-fiction, on va dire, différent, ce qui en fait quelque part une série qu'on peut picorer et un petit peu regarder dans le désordre, même si, comme les personnages sont amenés à se recroiser d'épisode en épisode, même de manière très légère, un peu sous forme de caméo, ben forcément que ce qui leur arrive au fur et à mesure de la série va, nous en tant que spectateurs, teinter un peu notre ressenti vis-à-vis de certaines de ces apparitions. Donc c'est un format assez intéressant. Enfin, au final, peut-être que c'est un format qui n'est pas si original que ça, mais c'est vrai que dans son traitement, on a vraiment le sentiment d'avoir des épisodes qui sont assez uniques, assez découpés, tout en ayant en fond une trame très commune. C'est une série qui est très centrée sur les personnages et leurs émotions. J'en suis à la moitié de cette saison pour l'instant, donc 4 épisodes au compteur. Et pour l'instant, les thématiques, c'est une jeune fille qui cherche sa mère, un ado et son meilleur ami qui connaissent un peu les affres de justement l'adolescence, la maturité, les premiers amours, l'évolution, enfin le futur professionnel qui s'ouvre à eux, une histoire entre un grand-père et un enfant et la relation qui se noue entre eux. Donc c'est vraiment ça qui est le cœur de chaque épisode. Et tout cela va être mis en lumière, teinté, twisté à travers du coup ces fameux éléments surnaturels de science-fiction qui sont amenés par The Loop, puisque en général à chaque fois les personnages interagissent avec un élément technologique qui va leur permettre de faire des choses ou les placer dans des situations complexes. C'est une série qui est extrêmement contemplative. Il y a vraiment un travail de réalisation sur des plans qui sont posés, qui sont très lents, des travelling très lents, on insiste sur des moments un peu naturels. Il y a toute proportion gardée, il y a un petit côté un peu Terrence Malick dans la réalisation, dans ce moment vraiment très contemplatif. Et je pense que c'est vraiment fait pour justement travailler les cadres et retrouver un peu la magie des illustrations du concept artiste qui a donné vie à cet univers en premier lieu, quoi. Donc série très contemplative et très esthétique aussi, encore une fois, avec ces cadres, cette réalisation, ces concepts qui mélangent à la fois un peu univers rétro et science-fiction gigantesque. Et c'est une série, comme je le disais au début de cette chronique, très très triste, puisque la série s'articule, en tout cas pour l'instant sur les 4 premiers épisodes, autour énormément des peurs, des doutes, des regrets, des frustrations des personnages. On va vraiment creuser ce truc-là, et ça en fait une série qui du coup nous plonge dans nous-mêmes, nos propres réflexions vis-à-vis de toutes ces thématiques-là, et c'est une série qui va même parfois justement user de son contexte science-fictionnel pour imaginer des dénouements tragiques à certaines de ces histoires, qui du coup en rajoutent une petite couche sur un peu le bilan très beau, très contemplatif, mais aussi très émotionnel et très triste. Alors, on peut sourire parfois dans les petits moments de l'épisode, mais sur 4 épisodes pour l'instant, les conclusions sont toujours un petit peu tristes, quoi. À noter que je pense que ça va un peu faire exploser le concept artiste derrière les visuels de la série, parce que on commence vraiment à adapter son travail. Alors bon, les Américains, ils achètent les droits de tout et n'importe quoi, et c'est pas pour autant que derrière on voit des adaptations se faire, mais l'anecdote c'est sympa, c'est que les frères Russo, donc on connaît pour les derniers Avengers, Captain America, et avant cela qui était sur Community, ont racheté les droits pour un autre des artbooks de l'artiste, qui est un peu toujours dans cet univers, puisque a priori tout ce qui relie les artbooks entre eux, c'est cette histoire de The Loop, mais avec d'autres héros, d'autres personnages, toujours en illustration, toujours en artwork, mais voilà, dans un autre contexte un peu narratif. Et eux ont racheté les droits pour éventuellement en faire un film dans les années qui viennent, quoi. Donc il y a eu un jeu vidéo aussi récemment qui a été un petit peu sous la forme d'un Left 4 Dead, donc un jeu coopératif à 4 joueurs contre
une horde d'ennemis qui a été créée dans l'univers de cet auteur-là. Donc, en ce moment, je pense que il a pas mal le vent en poupe. Et puis, la série de son côté, moi, je la trouve assez réussie pour l'instant. Encore une fois, je trouve vraiment que la réalisation est très sympa. Là où Electric Dreams, dont on parlait dans notre précédente émission Canal B, avait un côté un petit peu décevant dans sa réalisation. Là, je trouve vraiment qu'en termes de réalisation pure, c'est très joli, même si les épisodes ne sont pas tous égaux, parce que derrière, on retrouve différents réalisateurs. D'ailleurs, il y a Jodie Foster qui réalise un des épisodes, le 8, je crois, le dernier. Il y a quand même une vraie classe dans la réalisation, et quand on aime, tu le disais aussi, CHP au tout début, quand on aime l'aspect science-fictionnel, fantastique, c'est de la bonne cam pour ça, donc je la conseille. Après, si vous êtes peut-être dans un mood actuel pas forcément au top, soyez prévenus que ça risque de vous faire travailler sur des petits sujets assez intimes, et peut-être que vous allez verser une larme ou deux, c'est pas impossible, quoi. Donc voilà, Tales of the Loop, c'est dispo, ça vient de sortir, et 8 épisodes de 50 minutes, ça se fait bien, et puis c'est hautement recommandable, je pense. Alors moi, j'ai regardé le premier aujourd'hui même, et j'ai bien aimé, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais sauf que chez moi, c'est parfois un peu des défauts, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que sur le côté contemplatif dont tu parles, etc. Tu vois, moi, c'est un petit peu ce qui m'a gêné, mais sans jamais, c'est vraiment juste une question de goût, quoi. Pour le coup, c'est contemplatif, mais pas pour rien, dans le sens où tu arrives, c'est peut-être le tour de force, un des tours de force de cette série, c'est que ça se sent que c'est inspiré d'artbook, en fait, et que tu vois, dans le premier épisode, je sais pas si tu te souviens, mais t'as un espèce de robot qui se cache dans la forêt. Tu vois, enfin, pas qui se cache, mais tu vois, en fait, les robots sont très, très humanisés, forcément, et tu as directement de la sympathie pour eux, et ils te racontent visuellement, esthétiquement quelque chose. Tu disais que, par exemple, qu'ils étaient usés. J'avais pas tilté tout à l'heure, mais effectivement, tu vois, ils sont déjà dans cet univers. Ils sont pas dans le côté oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce robot, oh là là, c'est trop bizarre, machin. Non, ils sont là, et ils font partie du quotidien des gens, quoi. Il y a pas de Oui, clairement, la structure est là depuis depuis peut-être 30 ans minimum. Donc oui, il y a tout un côté patiné. Ouais. Ouais, et juste autre chose, justement, je trouve que c'est vraiment un Stranger Things killer, dans le sens où il y a de plus en plus de séries qui exploitent ce genre de thème d'une entreprise étrange dans une petite ville aux États-Unis. Et vraiment, plus je vois de séries de ce genre-là, plus je me dis que Stranger Things n'a vraiment que son esthétique 90s pour lui, quoi, parce que vraiment, j'ai vu qu'un épisode après, hein, tu vas me dire, mais vraiment Stranger Things, enfin, faut vraiment en revenir à un moment donné. Et là, tu vois que déjà il déconstruit Stranger Things, et qui lui donne une esthétique beaucoup plus profonde et beaucoup plus originale pour les gens, tu vois, au lieu de te mettre un Faucon Millenium au milieu de l'écran et une affiche de The Thing dans le fond pour titiller le côté nostalgique. Là, vous allez découvrir un univers quand même assez original, et que tu sens bourré de ce genre de texte, quoi, de ce genre d'histoire que tu as vraiment envie de connaître, quoi. Voilà, justement. Alors effectivement, le premier épisode, pour le coup, met en scène notamment 2 jeunes enfants, donc il y a un peu ce côté potentiellement Stranger Things, qui est moins le cas sur les autres épisodes, puisque on va suivre des ados, des adultes, un grand-père, etc. Donc par rapport aux enfants, hein, c'était vraiment. D'accord, ok. Et c'est vrai que pour le coup, c'est là où Stranger Things n'existe presque que pour les références qu'il fait. Là, il y a vraiment aucune référence à la culture réelle, on va dire, hormis peut-être une musique de temps en temps, mais que ça soit au niveau des costumes, que ça soit au niveau de... Alors c'est très peut-être référencé à une esthétique un peu américaine des années 50, mais au-delà de ça, il n'y a pas de... Ils n'évoluent pas particulièrement dans notre monde à nous, quoi. Et en ça, ils font pas de référence à autre chose. Et c'est vrai que ce qui est, je trouve, très cool dans cette série, c'est que ils se donnent les moyens de représenter leur concept visuel, même sur des choses qui peuvent être assez grandes, et à tel point que des fois tu te demandes si ils ont tourné ça quelque part, ou si ça a été construit intégralement sous forme de décor, ou s'il y a un peu de numérique là-dedans, mais je trouve ça assez sympa. Et par contre, moi, ça m'a fait penser à un truc.
enfin, je me suis fait cette réflexion après Black Mirror, après Electric Dreams, après cette série-là. Je me suis dit, quand même, demain, ça serait bien qu'il y ait des gens qui viennent avec un concept de science-fiction, enfin, qui met un peu la science-fiction et la technologie un peu au cœur du truc, et qui en fait un truc joyeux, en fait. Ça serait chouette, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même très souvent pour un peu montrer les défauts humains que c'est utilisé comme On a eu ressort. Tomorrowland il y a quelques années, dont c'était le sujet, justement. Et qui était excellent et qui a fait malheureusement un flop, mais ouais, effectivement, un excellent film de Brad Bird. Ouais. Et qui est sur Disney+, d'ailleurs, puisqu'on peut le placer. Hein, Disney+ a débarqué cette semaine. Tomorrowland est dessus sur Disney+. Briac, tu as regardé? Alors moi j'ai regardé le premier comme toi, que j'ai bien aimé aussi. Moi j'aime bien justement le côté contemplatif, le rythme m'a plu, visuellement aussi bien sûr, c'est très très beau. J'ai eu plus moi des réserves au niveau narratif. Justement, je voulais demander à Guillaume par rapport aux épisodes qu'il a vus. J'ai trouvé que dans le premier, en tout cas, donc on a un espèce de petit rebondissement au milieu, aux trois quarts. On va pas dévoiler, mais que moi je trouvais très attendu. Enfin, qu'on devine presque tout de suite ce qui va se passer. Et moi j'ai eu ce sentiment-là, et j'étais justement déçu que en fait, je pensais que la série voulait me faire croire que voilà ce qui va se passer, voilà le twist, pour en fait ensuite me surprendre, en disant, et non, en fait c'était autre chose. Et justement c'est pas le cas. C'est exactement ce que je m'imaginais, et ça m'a un peu déçu. Et je me demandais si après c'était peut-être plus surprenant dans la manière d'utiliser des concepts de science-fiction ou pas. Je dirais que non. Malgré, alors après, ça dépend un petit peu de effectivement ton acuité, on va dire, à deviner un peu les ressorts scénaristiques et puis à te projeter sur différentes pistes et puis à trouver la bonne. En fait, je dirais que la série ce que tu comprends au fur et à mesure des épisodes, et pour l'instant à 4 épisodes de regarder, c'est que c'est pas ça qu'elle essaye de te dire la série, quoi. Enfin, en tout cas, elle essaye pas de te surprendre par des concepts, par des twists comme ça, quoi. Même si le premier épisode te donne un peu ce sentiment, au final, les autres épisodes sont assez frontaux par rapport à leur concept, même si à chaque fois ça apporte scénaristiquement potentiellement une évolution de quelque chose, mais ça reste légèrement en second plan de ce qui se passe entre les personnages. D'ailleurs, dans le premier épisode, ou alors j'ai vraiment pas tout à fait compris, mais on n'explique pas vraiment la finalité de tout ça, quoi. C'est-à-dire que globalement, on a compris le statu quo, on a compris un peu ce qui se passe, mais globalement, il y a quand même des trous que l'épisode n'explique pas. Alors peut-être que ça viendra par la suite, je sais pas, on y reviendra peut-être à cette situation, mais moi, je suis resté en me disant, enfin, en construisant moi-même la fin de l'histoire, quoi. Et ce qui me fait me dire ça, c'est que l'épisode que je viens de voir, là, justement, qui met en scène donc le grand-père et son enfant, le grand-père qui est joué par Jonathan Pryce, qui est donc un peu le directeur de The Loop, là, et puis le petit garçon, c'est celui que vous avez vu dans l'épisode 1, c'est le fils, le plus jeune fils de la famille qu'on découvre. Donc voilà, ils ont tout l'épisode est autour de leur relation, quoi. Et en fait, l'histoire de l'épisode, comment dire ça, en gros, te fait penser que par rapport à tout ce que tu as vu avant, il va y avoir un twist lié justement à ces phénomènes paranormaux dans la ville, qui va changer le cours de ce que tu es en train de regarder. Et en fait, l'épisode se termine et ça c'est pas arrivé. Il n'y a pas eu ce ressort-là qui a été exploité, et par rapport au thème de l'épisode, ça rend en fait ce que l'épisode te raconte d'autant plus fort, quoi. Okay. Et ça, j'ai trouvé ça malin parce que du coup, je me suis dit ok, ils ont quand même du coup travaillé ce truc de, puisqu'on va le mettre à chaque fois, créons aussi un épisode où on ne le mettra pas et ça montrera d'autant plus que c'est pas de ça dont on parle, quoi. C'est plutôt de la relation entre les gens et de tous les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, quoi. Donc peut-être que les 4 épisodes suivants vont me faire mentir et qu'il y a des vraies surprises. On pourra éventuellement en parler à la prochaine émission. Mais pour l'instant, je trouve que le dosage n'est pas tellement dans effectivement le côté très surprenant, mais plutôt dans ce que les personnages en font et de la fatalité un peu de l'aboutissement de ça, quoi. Ok, merci. Pas facile d'en parler sans spoiler. Oui, un petit. Mais j'ai cru comprendre quelques petits spoilounets quand même. Donc, on va pas trop en dire aux gens, évidemment, mais je pense que
tu as suffi dit pour donner envie de s'y intéresser, parce qu'encore une fois, Amazon Prime, il crée pas encore l'événement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que ils ont quand même des bonnes séries, mais voilà, on a quand même, il y a pas, oh là là, t'as vu, ils ont sorti ça, alors qu'une série comme ça, tu la mets sur Netflix, je pense que ça crée beaucoup plus l'événement sur les réseaux sociaux, etc. Surtout en ce moment. Bon, ce sera pas. C'est possible, ouais. Et j'avais une mini question pour Briac, parce que sur les divers réseaux sociaux, j'ai vu qu'on comparait la série beaucoup, alors peut-être que tu pourras pas le dire sur un seul épisode, mais à The Leftovers. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont fait penser à cette série-là dans le pilote, ou pour l'instant c'est compliqué de le dire? Ouais, sur le premier, pas beaucoup. Alors peut-être effectivement, si tu dis que c'est une série assez émouvante, comme The Leftovers, c'est très émouvant, c'est peut-être ça aussi que les gens ont retrouvé. Okay, ouais. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'en fait la bande son de Tales from the Loop est en partie signée par Philip Glass. Ouais. Or, Philip Glass, c'est quelqu'un qui a énormément inspiré Max Richter, qui est le compositeur de The Leftovers, notamment dans la manière d'utiliser les arpèges de piano. Donc, tout simplement, c'est possible qu'il y ait cet écho-là qui se fasse dans l'esprit du spectateur. Tu retrouves un petit peu de The Leftovers dans la bande-son. Okay. Tout simplement parce que le compositeur de The Leftovers est inspiré par celui de Tales from the Loop. Par contre, justement, voilà, la comparaison, là où en fait aussi j'ai peut-être été plus dur sur Tales from the Loop, c'est comme tu m'avais effectivement évoqué le fait que certaines personnes comparaient à The Leftovers. Justement, The Leftovers, c'est le genre de série à te faire croire à un twist pour te mettre un deuxième twist à la place, en gros à te diriger parfaitement ton attention de spectateur. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu trop dur avec la série, parce que j'attendais, justement, je pensais à Leftovers quand j'ai commencé. Moi, pour avoir vu juste quelques épisodes de The Leftovers, esthétiquement aussi, ça fait penser, tu vois, il y a du blanc, le blanc est omniprésent, et enfin le côté très, la clarté visuelle, et les relations conflictuelles, enfin pas conflictuelles dans le côté bagarre entre les gens, mais dans le côté les gens ne se comprennent pas, mais ils vivent ensemble, etc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Plus saison 1, peut-être saison 1 de The Leftovers, plus, ouais, parce qu'après la saison 2 est très différente. Vu qu'une partie de façon. Effectivement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci les gars pour ces petites recommandations. Je pense que là, vous avez de quoi vous occuper, chers auditeurs et auditrices, pendant ce confinement qui risque, on va pas se mentir, de durer encore quelques temps. Merci à vous les gars. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. On a notre épisode qui est sorti. Guillaume, on a une... Oui, tout à fait. L'émission de Spoilers, l'émission épisode 4 avec en invité exceptionnel Delphine Lemonnier pour donc enseignante chercheuse à Rennes 2 pour parler de la relation qu'il y a entre William Shakespeare et les séries télé. Et, on en apprend de belles sur ce bon William dans cet épisode et notamment sur aussi l'utilisation que font les séries de son univers et donc de Westworld, puisque on est en plein dans la saison 3 actuellement et on en parle. Tout à fait, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux, Facebook, un peu Twitter, un peu Instagram aussi, et sur le site de Canal B pour un peu tous nos podcasts. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos recommandations si vous en avez, et surtout si vous êtes intéressé à ce que nous vous avons conseillé, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Portez-vous bien, vous aussi les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et puis on se dit à très vite dans l'émission Spoilers ou mini Spoilers. On verra. Salut! Salut! Salut!